Salut tout le monde! Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Entre Génie, le 21e de tournée, mais publié, ça va dépendre de l'horaire et de comment est-ce que ça s'est déroulé. Cette semaine, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, mais on a reçu Nicolas Lausier. Si vous ne le connaissez pas, en fait, Nicolas, il a un super gros poste chez Robotique, une compagnie à Québec qui fait des robots. Puis aussi, c'est le premier épisode où est-ce que j'étais avec Mathis, notre nouveau co-animateur. Bonjour, je m'appelle Mathis Pigeon, je suis en deuxième année en génie mécanique à l'Université Laval. Parler un peu de moi, je viens de Rimouski, ça fait 2 ans que je suis à Québec. J'étais un passionné de sport, de tout, de la nature, puis à l'école, je suis dans l'équipe de l'avion cargo, puis je trippe. Fait que n'hésitez pas, si vous le croisez dans les corridors, faire un petit thumbs up puis d'aller le voir. Il est vraiment smart. Puis moi, justement, j'ai eu la chance de travailler avec dans l'avion cargo. Il est super travaillant, il est super gentil. Puis il va s'impliquer dans le podcast à travers les prochains épisodes. Puis potentiellement que c'est lui aussi qui va prendre la relève de tout ça. En espérant faire de plus en plus de podcasts, puis sortir des nouveaux invités qui n'ont pas encore été sur le podcast. Ça va venir. Ça, c'est pas, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis c'est ça, pour revenir à Nicolas Lausier, dans le fond, là... il est allé à... Il a fait son doctorat à l'Université Laval, sa maîtrise aussi. Puis il a travaillé aussi sur les robots, en fait. L'interaction comme entre les UBO, les robots, puis la sécurité. Fait que, de développer, de faire des membranes, toutes sortes de trucs. Que tu peux être proche du robot sans nécessairement qu'il y ait un risque pour l'humain. Ou Exactement. pour le robot. Exactement. Tu l'as mieux dit que moi. L'expérience rentre. Voilà. Cool. Puis aussi, on a eu la chance de parler justement de... chez Robotique, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Fait ouais. La palettisation, il y avait... Ils ont beaucoup de robots, puis en ce moment, le robot, je pense qui va le mieux pour eux autres, qui réussissent à vendre le mieux, puis qui fait la grosse différence. C'est des robots, comme tu dis, qui remplacent un humain à prendre des boîtes de n'importe quel type, n'importe quelle grosseur, n'importe quel matériau, puis qui les met sur une palette de la manière qu'ils veulent. Puis il s'exprimait super bien, tu sais, je me rappelle qu'il avait parlé aussi de comment est-ce que sa maîtrise, ça l'avait aidé, puis son doctorat aussi à travers, tu sais, plus ses postes de gestion, parce que vous allez voir, il s'est promené beaucoup dans du software, où est-ce qu'il faisait de la programmation, après ça, il est allé dans des postes plus de gestion, tu sais, c'est vraiment promené, puis on voit qu'il y a un bel équilibre dans tout ça, ça donne quelqu'un d'assez complet, puis ça donne vraiment un ingénieur qui sont capables de contribuer énormément dans des compagnies. Fait que, bref, c'est une entrevue qui était vraiment trippante. Puis sans plus tarder, mais je pense qu'on va vous laisser aller au podcast. Bonne écoute. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Entre Génie. Je peux même plus dire on est rendu à combien, honnêtement. Je pense 21. 21, je pense. De quoi de même, là. Puis en plus, aujourd'hui, comme vous avez vu en intro, on est avec Mathis. Allô, moi c'est Mathis, mon premier podcast avec Entre Génie. Bien hâte. Ouais, fait que deuxième année de génie, ouais. Ça va te permettre de voir bien des affaires. Je pense que tu as trouvé ça vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Une super belle addition à l'équipe. J'ai hâte avec Paul, les filles de Géniuel, ça va être vraiment trippant. Puis cette semaine, on reçoit un invité qui est vraiment, vraiment exemplaire, qui m'a été référé par plusieurs professeurs. Comme vous l'avez vu en introduction, c'est Nicolas Lausier. Qui est avec nous en ce moment. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Merci à vous. Puis je tiens à mentionner, juste avant qu'on commence cette interview-là, il a pris le temps de faire une visite avec nous des bureaux qui a duré presque 1 heure. On a vu que Robotique, c'est une compagnie qui est exceptionnelle. Vous êtes très bien organisé. On voit que vous êtes visionnaire. Puis vraiment, vous avez des beaux produits, vous offrez quelque chose de vraiment cool. Fait qu'il faut se compter chanceux d'avoir des compagnies comme ça dans notre région. Fait que pour ceux qui sont au bac, là, allez porter un CV, ça coûte pas grand-chose, puis ça pourrait vous en redonner beaucoup. Fait que sans plus tarder, Nicolas, la première question que je te pose, ça va être tout le temps la question classique d'Entre Génie, on commence avec le parcours. Je pense que c'est super intéressant. Fait que tu sais, tu peux y aller avec secondaire, cégep, université, les sports, carrière envisagée. Passe par tout ce que tu veux, ce qui est pertinent. Fait que je te laisse aller. Certainement. C'est un parcours qui est assez linéaire au sens classique. Là. Toute la partie éducation n'a pas eu beaucoup de chemin sinueux. Moi, je viens de Rimouski. J'ai fait mon cégep là, le secondaire cégep en sciences naturelles. Puis après ça, passé à l'Université Laval, parce que j'ai fait génie mécanique, bac, puis le doctorat directement là au lab de robotique de Clément Gosselin. Je pense que ce qui a déterminé ce parcours-là, moi, c'est l'attrait vers les sciences a toujours été fort. C'était pas clair quel chemin ça aurait pu finir. Je pense qu'avec la rétrospective, j'aurais pu aboutir un peu partout, que ce soit en génie informatique ou autre, mais c'était assurément côté sciences et techniques, là, c'était ça. Dans les moments qui m'ont
vraiment peut-être aiguillé. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, puis j'avais visité le cégep, puis j'avais vu, là, c'était à l'époque, c'était probablement 1999, là, puis c'était pas les mêmes technologies que maintenant, mais je me rappelle au cégep, il y avait des gens qui nous avaient montré qui cadaient là, des pièces, puis on voyait le modèle 3D, puis là, après ça, il allait envoyer ça à la machine, ça allait être fabriqué tel qu'il avait conçu sur l'ordi. Ça m'avait jeté à terre. Puis après ça, tu sais, j'avais justement compris que c'était un chemin qui se faisait bien le génie mécanique à l'université, puis ça a un peu drivé la décision. Mais ce qui est intéressant, puis on en a parlé un peu d'avance, j'ai fait génie mécanique. J'ai fait un doc en génie mécanique, mais ultimement, j'ai jamais fait de conception vraiment dans mon travail. Ça a été logiciel, puis ensuite d'autres éléments qu'on va pouvoir discuter. Hey, c'est drôle, Mathis. Ouais. Parle-nous-en donc de Rimouski. Ouais, ben moi je viens de Rimouski aussi, on en parlait justement avant, puis j'ai fait mon cégep, cégep de Rimouski là-bas, puis j'ai décidé de venir ici directement après le cégep, en sciences de la nature en 2 ans. Ah wow! Si tu envoyais une pièce se faire machiner que tu as fait ton choix, comme tu dis, quand tu es au secondaire, tu as été les portes ouvertes, tu as une journée qui est vraiment réservée à ça. Quand tu es au cégep, tu juste pas d'école au cégep, puis les étudiants de secondaire vont là pour voir les plusieurs bacs. Moi, quand j'ai été, je savais que je voulais m'en aller en sciences de la nature, parce que j'étais pas sûr dans quoi je voulais aller, fait que je voulais m'ouvrir le plus de portes possible. Quand je suis arrivé à cette journée-là, j'ai tout vu, sauf les sciences de la nature et les sciences humaines. Fait que toutes les choses que ça peut m'intéresser, mais que je savais qu'ils n'étaient pas nécessairement où est-ce que je vais m'en aller. Fait que moi, ça m'a pas vu grand-chose, mais je suis hyper content d'avoir été au cégep là-bas puis d'avoir fini à l'Université Laval. Oui, puis un petit segue par rapport à Rimouski, c'est une chose que je me suis rendu compte avec le recul. C'est pas une ville qui est très industrielle. C'est beaucoup une ville de services qui dessert Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, mais les hôpitaux, l'université, tout ça. Et les grosses villes industrielles, Matane et Rivière-du-Loup, c'est que ça se passe beaucoup. Justement, c'est un peu différent. Fait qu'à Rimouski, on n'a pas beaucoup dans notre entourage des gens qui sont ingénieurs nécessairement. Fait que c'est quelque chose qui se découvre un peu au fil du temps. Puis là, à un moment donné, on habite aussi à l'université, puis là, on se rend compte que c'est des vraies carrières. Ben, c'est surtout le but du podcast, moi, en fait, parce que moi aussi, je l'ai déjà abordé plein de fois, mais je suis le premier qui va à l'université de ma famille, là. Puis j'ai pas d'ingénieur pantoute dans mon entourage, puis j'étais comme, je vais aller en génie mécanique parce que A, mes amis sont là-dedans, B, j'aime la science, puis j'ai des notes correctes, fait que I guess que c'est un choix logique, mais comme, c'est le fun de justement mettre ces parcours-là, tu sais, pour justement peut-être le monde en région aussi, puis montrer que, tu sais, Yves Saint-Amand... tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a grandi en campagne, tout, qui lui aussi, il était super proche, il en a parlé de son éducation et tout, c'était cher pour lui, mais tu sais, c'est montrer vraiment que n'importe qui peut avoir accès à ça, là. Je trouve je suis content qu'on soit parti dans cette direction-là, puis ton baccalauréat, mettons, ça s'est passé comment? Tantôt, tu nous as parlé que tu étais dans des projets étudiants, puis là, moi, puis Mathis, c'est venu nous rejoindre particulièrement. Oui, certainement, mais moi, j'étais, pendant le bac en génie mécanique, j'ai été, puis en fait, fin bac qui est maîtrise, là, dans le projet Avion Cargo. Puis, il y a un de mes collègues chez Robotique qui était aussi dans le projet. On a un ancien collègue qui l'était, donc on était une belle équipe. Il y en a une bonne proportion qui a fini dans le secteur de la robotique de façon générale. Mais les projets étudiants de façon générale, c'est sûr que j'encourage ça à 100 000 à l'heure. Là, je suis plus directeur, mais quand je l'étais puis je faisais les embauches, c'est sûr qu'on reçoit le CV d'un finissant puis ça fait une bonne différence, là. C'est des points de plus. C'est direct, là. On en prend note de ça. Ouais, ben c'est drôle parce que en plus, c'est dans les questions que je m'étais planifié. Tu sais, c'était comme, c'est quoi une des différences pour quelqu'un que vous voulez engager? Puis, je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est le fun de déjà voir que, mettons, la première chose que tu nous dis, c'est quand ton parcours universitaire, c'est les projets étudiants, puis c'est ce qui t'a marqué le plus. Puis sinon, y a-tu des moments clés qui t'ont aiguillé vers une maîtrise, en particulier en robotique, ou comment ça s'est dessiné, ce parcours-là? C'est une bonne question. J'ai jamais été quelqu'un qui avait un plan de match très clair, là, qui savait ce qu'il allait faire de sa vie, puis c'était dessiné d'avance. Fait que j'étais beaucoup par opportunité. Il y a différentes choses qui m'ont marqué durant le bac. Je me rappelle notamment, c'est sûr que pour la robotique spécifiquement, les cours qui ont été donnés qui étaient en lien avec ce secteur-là. Donc, notamment avec Clément Gosselin puis Alain Curodo. Je me rappelle du cours d'introduction à la mécatronique où on travaillait une quantité d'heures incroyable pour faire fonctionner un robot mobile pour un défi. C'était super aligné, puis c'est quelque chose où les yeux se sont ouverts. Là, venir programmer une machine pour qu'elle fasse ce que tu veux qu'elle fasse, puis tout ce que ça implique de A à Z, comprendre le système au complet, moi, ça m'a vraiment drivé. Puis la robotique, c'est un peu à la mi-chemin de plein de disciplines.
Puis c'est donc quelqu'un qui a une vision large des technologies va apprécier beaucoup normalement ce secteur-là. C'est drôle parce que là, ça fait 4 podcasts en ligne que je parle du cours de mécatronique. Je suis quasiment à veille de slacker là, parce que le monde va dire il est maintenant avec son cours de mécatronique, mais à quelque part, tu sais, c'est drôle, j'en parlais même avec Alain ce matin, il y a une corrélation qui est quasiment étrange. Tu sais, on va se dire, il y a de quoi voir une recette gagnante ou quelque chose de pas si loin que ça, parce que quasiment tout le monde qui en parle, ils disent « Ouais, mais c'est là qu'on dirait que tu viens combiner ton expérience pratique puis ton expérience théorique puis carrément faire un mix parfait entre les deux, ou est-ce que, tu sais, j'en ai parlé plein de fois, mais tu sais, la stratégie que tu prends, fait que tu peux y aller en mode fancy, mais fancy, ça veut dire que ça marchera pas tout le temps. Mais si tu y vas plus basic, fait qu'il y a vraiment des choix à faire. Puis j'ai l'impression que clairement, chez Robotique, c'est des choses que vous vivez au quotidien, c'est clair. Oui. Puis ces cours-là, ultimement, un cours théorique, on apprend les choses, puis c'est bien, on a l'examen, puis on passe un peu à autre chose, puis ça vient gonfler notre bagage. Mais un cours comme ça, où tu peux mettre un nombre incalculable d'heures, puis que dans le fond, ce qui est important à la fin, c'est que ça marche. Tu apprends la dure réalité que ce qui compte, c'est que ça marche. Puis dans la vie, dans les secteurs techniques de façon générale, tu peux mettre un nombre d'heures pour faire quelque chose de fancy, mais si ultimement ça marche pas, ou que tu es à risque, ça marche pas, ou si tu as une solution qui prend 2 fois moins de temps et qui marche, le concept du good enough, là, il est crucial. Il faut être capable de tracer la ligne. C'est ça l'objectif, on se rend là, puis on veut que ça marche béton. Puis après ça, on passe à un autre projet parce que c'est là qu'on va apporter plus de valeur. C'est-tu là la première fois que tu l'as appris, toi, vraiment, ce concept-là du good enough? Ou bien c'est dans ce cours-là, il y a eu d'autres occasions après ça que tu as fait? Dans les études au bac, c'est là où je pense qu'on le vit directement. Là. Mais dans les projets étudiants, c'est un autre bon endroit. Je pense que les stages sont une bonne façon de le voir aussi. Donc, toute l'expérience pratique, justement, permet de venir tester ce sens-là qui va servir pour toute la carrière après. Moi, je veux savoir vite. Tu disais tantôt que quand tu n'étais pas sûr d'aller à maîtrise doc, c'est pas ça ton but. Est-ce que c'est au cours de mécatronique avec les professeurs CESO qui t'ont donné le goût d'aller à la maîtrise, ou c'est plus avec, comme tu dis, les opportunités, c'était avant ça pour l'ordre chronologique, c'est où que tu as décidé de continuer tes études? C'est une bonne question. C'est une des particularités de mon parcours, c'est que pendant le bac, j'ai fait mes 3 stages dans des labs de recherche de l'Université Laval. Les 2 premiers en énergétique, le 3e qui était au lab de robotique. Fait que déjà à ce moment-là, j'avais commencé à avoir le pied dedans. Je pense que ça traduit le fait que j'avais vraiment en tête d'aller dans la recherche de façon générale au début de mon parcours. Puis c'est quelque chose qui a un petit peu, à un moment donné, a bifurqué, puis je suis allé dans l'industrie. Fait que, sans rentrer trop dans le détail, ça vaut la peine quand on fait ces stages au bac de faire différents milieux. Là. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je ferais de faire tous mes stages en milieu de recherche. Mais cela dit, c'est un peu vers justement la moitié du bac que le pivot vers la robotique est devenu intéressant, principalement avec les cours, mais aussi avec tout ce que j'apprenais, puis c'était un intérêt qui se manifestait, qui faisait en sorte que la programmation de systèmes physiques ou le design de systèmes complexes comme la robotique, ça venait vraiment me chercher. Ton projet de maîtrise, c'était une suite de ton stage de recherche? Non, c'était pas relié. Puis le projet de maîtrise et projet de doctorat, parce que j'ai fait un passage accéléré au doctorat à ce moment-là, c'était le même projet. Puis ce projet-là, c'était un projet qui, dans le fond, était un projet du lab de robotique qui était assez large, qui était financé par la compagnie GM à ce moment-là, qui faisait des projets avec le lab de robotique de Clément Gosselin. Puis moi, quand je suis arrivé pour faire la maîtrise, c'était un projet qui était financé, qui était dans les cartons du lab. Puis en discutant avec Clément, c'est super aligné avec mes intérêts. Il y a plusieurs choses intéressantes qu'on pourrait dire par rapport à ce projet-là. Qui était avec GM. Le fait que c'était un projet large qui impliquait plusieurs étudiants, qu'il y avait plusieurs sous-projets, si on veut, ça fait en sorte qu'il y avait une dynamique d'équipe qui était grande, qui n'est pas toujours le cas dans un projet de maîtrise ou de doctorat, là, qui des fois est très individuel. Fait que moi, c'est quelque chose qui est ressorti comme très positif. Fait que ton professeur qui te guidait autant à ta maîtrise accélérée que ton doctorat, c'était Clément Gosselin? Oui, exactement. Puis ça a été une super expérience, là, de A à Z. Puis c'est quoi que tu as appris de lui comme professeur, les choses que tu appliques aujourd'hui, les choses qu'il t'a montré que tu gardes encore profondément? Oui, bien Clément Gosselin, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que c'est quelqu'un qui connaît excessivement bien son domaine, qui est un érudit, on pourrait dire. Là, cette connaissance-là, puis quand tu maîtrises tellement bien un sujet,
ça paraît quand t'en parles. Fait que quand on fait ses cours, quand on discute avec lui, il y a une confiance absolue que ce qu'il vient nous dire, c'est la bonne chose. Là. C'est comme, on sait que ce ne sera pas n'importe quoi. Donc, moi, je pense que ce que j'ai retenu, c'est justement, quand on veut être crédible, il faut connaître notre sujet. Premièrement, c'est ce que je retiens. Si on regarde plus au niveau des apprentissages, peut-être plus liés à la robotique, le concept général de l'intelligence mécanique, qui est un concept qui vient beaucoup de ces travaux de recherche, pour moi, me fascine. C'est quand on veut, avec un robot, faire des tâches complexes, il y a des fois un réflexe qui dit, donne-moi un robot, là, puis je vais le programmer, puis il va faire. Je vais mettre le temps qu'il faut pour le programmer qu'il fasse la bonne chose, puis un robot générique ou quelque chose de générique, je vais finir par le faire fonctionner. Quand on est un programmeur, par exemple. Puis les gens du côté mécanique vont arriver puis dire, dans le fond, moi, je vais designer quelque chose qui fonctionne par lui-même, même si on a un programme qui est très simple, très simpliste. Mais évidemment, la vérité est quelque part entre les deux. Mais ce que j'ai retenu beaucoup avec Clément, c'est l'aspect de l'intelligence mécanique, c'est-à-dire qu'un bon mécanisme, une bonne twist mécanique va vraiment simplifier tout ce qu'on fait. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que, étant donné qu'il y a beaucoup de finissants du lab de robotique qui ont abouti dans la compagnie robotique, toute la conception des produits vient un peu chercher cette essence-là de dire on va le faire un bon mécanisme, puis tout va être simple après. Ça me fait penser un peu à Elon Musk qui dit tout le temps le pire défaut des ingénieurs, c'est d'optimiser quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais tu sais, des fois, c'est software aussi. Fait que, au lieu de se casser la tête en mille à faire des patchs à ci puis à ça, il y a peut-être juste un défaut intrinsèque, puis il faut peut-être y aller plus directement, comme dans le concept, aller le modifier. Là. Fait que je pense que c'est un peu ça que tu voulais exprimer par ça. Oui, exactement. Je pense l'avoir la vue globale, puis de choisir les bons, tous les bons morceaux dans les différentes disciplines va vraiment tout simplifier la machine qu'on conçoit. C'est vraiment cool à savoir, puis parallèlement, je pense que j'aimerais ça si on n'a pas eu le temps d'approfondir encore ton projet de maîtrise vraiment. Puis je sais que c'était de la. Et puis là, tu vas pouvoir en élaborer plus. C'est proche de ce que vous faites chez Robotique maintenant, mais c'est surtout orienté sur les robots collaboratifs. Puis pourrais-tu, par définition, juste me dire, c'est quoi la différence entre un robot collaboratif et pas collaboratif? Tu sais, on repart d'une base où est-ce que on sait un robot c'est quoi, mais peut-être pas nécessairement plus que ça. Oui, donc les robots traditionnels ou non collaboratifs, on peut dire, c'est souvent des robots à plusieurs degrés de liberté, donc plusieurs moteurs, qui permettent de déplacer un outil et des pièces, disons, dans l'espace. Un robot traditionnel va souvent être fait dans le but d'être très précis, très rapide, des hautes performances, donc très haute charge, très haute précision, très haute rapidité. Et ça vient avec un design qui souvent va avoir des membrures qui sont très lourdes en métal, justement avec des gearbox qui sont d'harmonic drive avec un gros ratio de réduction, des gros moteurs. La puissance. La puissance, puis c'est ça, des choix mécaniques qui amènent vraiment de la précision. Et ce qui en découle, c'est que ça fait un robot qui est, dans le fond, n'est pas sécuritaire pour qu'on ne peut pas être à côté. Donc, ces robots-là sont toujours mis sous cage. Alors que les robots collaboratifs, c'est une nouvelle vague de la robotique là, qui a levé commercialement à partir des années 2010, mais qui, dans le fond, puis on le voit dans les projets qui se faisaient au lab de robotique, qui étaient déjà travaillés du côté recherche avant ça. Donc, on a pu aborder dans le cadre du projet de maîtrise. Mais un robot collaboratif, qu'est-ce que c'est? L'aspect sécurité ressort toujours. Parce que dans le fond, c'est un robot qui, à la base, a comme différence dans sa mécanique qu'il y a certaines fonctionnalités de sécurité. Il est plus léger, il est plus lent dans la plupart des cas. Mais il y a aussi une capacité de détecter une collision et d'arrêter. Ce qui fait que dans certains contextes, et là, c'est là que justement, il faut mettre le plein contexte. Quand une analyse de risque est faite en bonne et due forme, dans certains cas, peut être utilisée sans équipement de sécurité autour. C'est pas un free-for-all parce qu'ultimement, si l'outil ou la vitesse, il peut être programmé pour aller vite. Des fois, il faut qu'il y ait de la sécurité. Mais c'est beaucoup ça qui ressort. Puis c'est beaucoup ça qui a été mis de l'avant avec les robots collaboratifs au départ. Mais étant donné ce changement-là mécanique qui vient avec cette nouvelle architecture de robots, il y a plein d'avantages secondaires qui sont apparus. Puis c'est eux qui sont le plus intéressants. Fait que, mécaniquement, ça fait un robot qui est plus léger, qui consomme moins d'électricité, moins de puissance. Donc, il peut fonctionner en état branché dans une prise électrique standard, peut être plus facilement déplacé.
Donc, il y a une flexibilité qui vient avec. On peut l'installer à un endroit, le déplacer, le redéployer plus facilement. De ça vient un peu le besoin, si on le redéploie souvent, qu'il soit plus simple à programmer. Fait que les robots traditionnels, ça vient avec des décennies d'optimisation, avec des langages de programmation qui étaient super performants, mais très bas niveau, puis qui ont évolué comme ça, puis que tout l'écosystème qui utilise les robots traditionnels est formé pour, mais ça fait en sorte que c'est difficile pour quelqu'un d'arriver puis de comprendre rapidement comment ça marche. Un robot collaboratif sont venus avec des nouvelles interfaces de programmation plus simples, plus faciles à apprendre, moins besoin de formation. Et dans certains cas, des clients finaux, des utilisateurs finaux qui ne sont pas des experts et qui peuvent le programmer ou modifier un programme sans avoir des années de formation et d'expérience là-dedans. Fait que c'est quelque chose qui est plus accessible, qui est plus flexible qu'un robot traditionnel. C'est vraiment bien expliqué, Vraiment, sérieux. c'était wow. Puis là, ta maîtrise doc, ça c'est au début des années 2000, mi des années 2000? C'est à partir de 2006 jusqu'à 2011. Okay. Fait qu'il y a 5 ans pour maîtrise et doctorat combinés sur un projet. Et là, le contexte, c'était des robots collaboratifs, mais pas des... au sens où on l'entend normalement avec un robot à 6 degrés de liberté, un bras articulé. C'était c'était pour les besoins de la compagnie GM. Et eux, là, sans rentrer dans le détail, ce qu'ils regardaient, c'était des assistants ergonomiques pour lever des charges lourdes sur leur ligne d'assemblage. Okay. Donc, par exemple, un tableau de bord, c'est un sous-système qui est entièrement assemblé chez un fournisseur ou qui n'est pas assemblé sur la ligne principale de automobile, puis qu'à un certain moment, quand l'automobile avance sur la ligne d'assemblage, on vient l'insérer directement dans la voiture, ensuite faire les connexions. Mais ça fait que c'est une charge peut-être de 100 kg, disons, qui est très difficile à déplacer quand on prend juste des personnes qui lèvent, qui viennent l'installer. Fait qu'il y avait des systèmes qui, dans le fond, viennent supporter la charge. Puis avec des capteurs puis un contrôle, on est capable de venir le prendre comme une manette puis le déplacer. Fait que c'est comme un déplacement d'un robot qui n'est pas, dans ce cas-là, utilisé en tant que programme de système autonome qui se déplace tout seul. Il est un peu guidé comme via un joystick. C'est un découpleur de force carrément. Là. Au final, c'est vraiment juste une extension du corps humain. C'est quasiment un exosquelette rendu là. Exactement. Par contre, là, dans ce cas-ci, c'est qui est suspendu sur un équivalent d'un pont roulant. Donc, le système qui le déplace, étant donné que c'est des grands déplacements, c'est comme un pont roulant, mais qui est télécommandé directement sur l'outillage. Fait que là, ça vient avec plein de contraintes de sécurité et d'ergonomie pour que ça fonctionne bien. Mais il y avait beaucoup de recherches qui a été faites dans le cadre du projet qui étaient sur les capteurs, sur la façon de contrôler ce système-là pour le déplacer. Puis de mon côté, c'était l'aspect sécurité. Si ce système-là devait avoir une partie d'autonomie, par exemple pour aller chercher un nouveau tableau de bord ou une charge lourde qui devait être transportée, puis qu'il n'y avait personne qui le commandait à ce moment-là, comment s'assurer que ce soit sécuritaire s'il y a une collision avec quelqu'un. Fait que c'est tous des concepts qui étaient autour de ça. Puis l'approche qu'on prenait, c'était un concept de fusible mécanique là, qu'on pourrait dire. Ah ouais. Pièce sacrificielle, dans le fond? Là. Non, pas nécessairement. C'est que le système qui est tout associé à l'espèce de pont roulant qui est au-dessus, lui, il ne peut pas avoir de collision parce que c'est tout plus haut que les personnes. Par contre, c'est tout là que l'inertie se trouve. Puis à ce moment-là, l'outillage qui descend n'est pas très lourd. Puis il ne va pas très vite, mais étant donné qu'il y a toute l'inertie en haut, ben, c'est là que le danger vient. Fait qu'on avait conçu un concept de système avec des clutches, un mécanisme qui faisait en sorte que s'il y avait un contact, c'était possible que ça déboîte, ça vienne arrêter le système, mais que s'il n'y avait pas des grandes forces qui étaient appliquées, ben là, le système demeurait rigide. Donc, c'est un peu un concept, c'est justement en tant que travaux de recherche, on explorait cette voie-là, qui est intéressante, mais qui est très peu généralisable sur l'ensemble des robots qui ne sont pas de ce type-là. C'est vraiment hot. Puis moi, quand j'avais feuilleté à travers tes recherches, on va dire, et tout, je trouvais ça intéressant parce que des fois, premièrement, il y a toutes sortes de travaux de recherche. En maîtrise doctorat, il y en a qui ça va être d'approfondir une technologie, mais toi, ça se trouvait être plus, de ce que j'ai compris, une espèce de revue de ce qui existait, puis aussi que vous avez incorporé à la fin, mais notamment, tu avais exploré aussi des avenues vers des pots sur les robots, carrément, là, des pots capables de détecter
les obstacles. Peux-tu me parler de ça aussi? Oui, il y avait un volet, justement, dans ce cadre de ce projet-là. La partie mécatronique, c'était pas moi directement qui travaillais dessus, mais c'était notamment Vincent Duchamp, qui est un des fondateurs de robotique, puis qui est maintenant prof à LTS. Puis justement, un concept de peau, donc l'aspect, évidemment, mécanique pour absorber un peu le choc, mais qu'au travers de ça, il y a aussi tout ce qu'il faut pour détecter la collision. Et donc arrêter le robot. Il y avait des travaux qui étaient faits là-dessus. Moi, le bout que je regardais, c'était un peu du point de vue simulation, puis aussi dans des tests pratiques, de voir à quel point ça peut vraiment réduire une force de contact avec quelqu'un. Donc, c'est quelque chose qui... faire travailler des robots auprès des personnes dans les années 2005 à 2010, là, on peut dire, c'était quelque chose qui était assez nouveau. Maintenant, la science autour de ça s'est beaucoup développée parce que justement, les robots collaboratifs en usine sont utilisés de cette façon-là. Donc, en rétrospective, c'est pas cette technique-là qui a été retenue dans la majorité des temps, mais c'était une exploration de qu'est-ce qu'on était capable de faire au point de vue mécanique. Cette exploration-là, c'est ça que vous avez fait avec GM à Détroit, où on a vu que tu as fait aussi, tu as été à un laboratoire de recherche au Japon. Oui. Oui, c'était connexe. Dans le fond, au travers de cette maîtrise et doctorat-là, vu que c'était avec GM, il y avait des bonnes opportunités de stage. Moi, à ce moment-là, j'étais assez mobile, étudiant, pas trop d'attaches. Un été à Détroit pour aller dans un centre de recherche assez mythique, là, qui est le campus de General Motors à Détroit. Je trouvais ça vraiment génial. J'ai pris l'opportunité. Pendant que j'étais sur le stage, j'ai travaillé sur d'autres choses, d'autres problématiques qui étaient travaillées plus à l'interne à ce moment-là chez GM, mais qui étaient encore liées à des mécanismes intelligents, là, on peut dire, qui pouvaient servir sur les lignes d'assemblage, puis de façon générale pour GM. C'était en 2007, un peu avant qu'il fasse faillite, en 2008, donc dans un contexte un peu particulier, mais le stage lui-même était vraiment génial. Ça a amené à différents brevets, là, donc une belle expérience, c'est sûr. Puis au Japon? Oui, au Japon, là, c'est un autre contexte particulier. Moi, c'est une des choses d'ailleurs pour les auditeurs qui peut-être un encouragement à aller voir qu'est-ce qui est possible comme financement. Des fois, le CRSNG ou d'autres organismes, il y a des programmes spéciaux. Puis dans ces années-là, dans le coin de 2009, il y avait un programme de collaboration Canada-Japon. Il y a une espèce d'initiative que je pense pas qu'elle existe encore, mais il y a peut-être des équivalents. Puis à ce moment-là, ce que ça donnait, c'était il y avait un programme du CRSNG où on pouvait appliquer. Puis si on était retenu, on était financé, donc avion, logement et nourriture, une certaine allocation pour aller faire un stage de recherche au Japon. À ce moment-là, moi, je n'avais pas de contact au Japon, rien. Fait que j'ai trouvé un professeur qui faisait des travaux sur quelque chose de similaire. Puis j'ai juste écrit en disant, ben est-ce que vous seriez intéressé à ce que je vienne travailler gratuitement pour vous pendant 3 mois? Puis la réponse a été oui. C'est sûr que oui. Exactement. Fait que ça a donné, ça a fait en sorte, puis là, tu sais, en étant stratégique, il y avait une conférence de robotique au Japon dans les mêmes mois, en faisant fitter l'horaire. Ça a fait en sorte que j'ai passé quelques mois là-bas. Encore une fois, dans des années où j'avais peu d'attaches, moi, c'était parfait. Ça fait une super expérience. Puis concrètement, c'était pas lié à mon sujet directement, mais assez proche, où ce que, justement, étant donné dans mon doctorat, il y avait le concept de fusible mécanique qui était avec des clutches. Dans ce laboratoire-là, ils travaillaient sur des clutches avec des fluides magnéto-rhéologiques, donc un concept où, avec un fluide qui contient des particules qu'on peut activer par magnétisme, on est capable de venir contrôler un couple qui peut être transmis. Dans ce lab-là, c'était utilisé pour des appareils, des orthèses ou des choses comme ça qui sont passives. Donc, plutôt que d'avoir, disons, pour quelqu'un qui n'a pas assez de force musculaire pour marcher, on a une orthèse qui est autour de la jambe, puis il n'y a pas de force motrice, donc on ne peut pas injecter de l'énergie, mais on était capable de venir aider le mouvement. Le mouvement, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que concrètement, ça a été un été dans un lab à travailler... à venir optimiser le contrôle de ces clutches-là, de voir un peu l'impact de comment le courant impactait le couple transmis. Surtout, mais tu sais,
pour moi, c'était surtout une expérience de vie Ben oui. importante. clairement. Puis pour les étudiants qui veulent faire ça ou qui ont encore, comme tu dis, ce que tu disais tantôt, qui est peut-être pas encore là aujourd'hui, mais un équivalent, est-ce qu'il y a une barrière linguistique? Parce que je me dis, au Japon, oui, peut-être la langue anglaise, c'est communément parlé partout, mais je peux pas croire que tout le monde parlait très bien l'anglais. Ou... Non, c'était très... Le Japon est un pays que le taux de gens qui parlent anglais est notoirement très bas. Donc, c'est sûr qu'il y avait une bonne barrière linguistique. Je parle pas japonais. J'ai appris quelques lignes avant, mais ça fallait être créatif. Puis, ça vient travailler la débrouillardise, si on veut. C'est sûr. Mais il y avait des gens dans le lab qui étaient hyper accueillants puis qui étaient super motivés. Fait que moi, j'ai jamais eu zéro problème à m'intégrer. Ils m'ont fait visiter un paquet de choses aussi. Fait qu'il y en avait une couple, justement, qui voyaient ça comme une opportunité de pratiquer leur anglais. Fait que... C'est un gagnant-gagnant. Oui, exact. Y a-t-il des choses que tu as appris là-bas que, en revenant ici puis avec ton expérience de travail, tu as vu que c'est différent, ils font pas ça de la même manière, pas nécessairement une mauvaise manière, c'est juste à pas avoir été là-bas, tu n'aurais pas pensé à faire telle chose d'une certaine manière. Puis je rajouterais, même je surenchérirais, au Japon, on sait que c'est dans... Je veux rien nous enlever ici, là, mais dans l'automatisation, le Japon sont vraiment dans leur catégorie. Là. Et, parallèlement à ça, justement, répondre avec peut-être ce contexte-là aussi de les Japonais, ils ont-ils une approche des fois en particulier qui est différente ou c'est carrément dans le secteur technologique qui ont un avantage? C'est une bonne question. Moi, c'est sûr que j'ai une expérience qui est très ciblée dans un lab qui était comme de la robotique un peu biomédicale. Fait que j'ai pas le portrait général de tout ce qui se fait en robotique. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont très différentes de ce qu'on voit normalement pas dans un lab à Québec là, ou dans une autre université. Dans un lab au Japon, il y avait des sleeping bags puis des gens qui dorment là. Parce que justement, le contexte, le voyagement avec la maison ou autre, des fois, tu travailles longtemps puis tu restes là. Fait que, il était pratiquement accommodé pour que ceux qui sont en période de travail intensif puissent rester ou quasiment vivre dans le lab. C'est intensif. Ouais. Fait que ça, c'est des choses qui sont assez différentes, assez drastiques. Mais dans les méthodes de travail, j'ai pas noté quelque chose de particulier. C'est sûr que moi, la plupart de ce qui se faisait là était en japonais, puis moi je travaillais sur un projet, donc c'était très ciblé, disons, point de vue technique, ce que j'ai pu voir. Parce que dernièrement aussi, ça fait une parenthèse vers ça un peu naturellement, mais dans les derniers invités que j'ai eus, ils travaillaient beaucoup avec des étudiants à l'international, dans le temps des étudiants, bref, des ingénieurs à l'international. Puis moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on est souvent assez critique envers la formation qu'on a, puis on se dit tout le temps, ça pourrait être mieux pour ci, pour ça, mais quand on va à l'international, on réalise qu'on a une vraiment très, 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 très bonne formation, puis justement, même qu'on ressort du lot à quelque part. Toi, avais-tu senti ça quand tu es arrivé là-bas, que tu avais vraiment des bonnes capacités, des bons acquis? Oui, il n'y a pas eu de choc à ce niveau-là. Dans le fond, ça s'est vraiment bien passé, puis je ne sentais pas que j'avais aucune lacune par rapport à ce qui est... à mon niveau d'éducation ou autre. Puis moi, une des choses en lien avec ça que je me rappelle, puis justement, on parlait d'Alain Curodo tout à l'heure, puis une des choses qu'il avait déjà dit, que je me rappelle encore, c'est si on compare une université comme par exemple l'Université Laval, les meilleurs à l'Université Laval ne sont pas moins bons que les meilleurs au MIT. T'sais. C'est juste qu'au MIT, il y a un tri, puis ça fait en sorte qu'il enlève vers le bas, si on veut. Il y a moins... c'est plus, le monde moins motivé. La moyenne va peut-être être plus élevée, mais le meilleur dans une université comme l'Université Laval et le meilleur là-bas, il n'y a pas de différence. C'est drôle parce que le podcast n'est pas sorti, mais on en a parlé de ça. Ah oui? C'est bon. Fait que c'est drôle parce que tu as une bonne mémoire, puis on voit que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce qu'on a vraiment parlé justement de ça. J'avais demandé la différence entre le MIT puis l'Université Laval, puis il y en a une, puis il dit tu apprends les mêmes choses, tu fais les mêmes affaires, tu vas devenir bon si tu es motivé. Il dit la seule différence, c'est qu'il y en a un que tu es dans un bassin de monde motivé tout le temps. Fait que si tu veux faire un projet, c'est tout décrinqué avec toi versus l'autre. Ça se peut que tu aies du monde qui sont là, puis tu sais, c'est tout à fait respectable, mais il y a du monde qui sont plus là pour avoir des études, s'épanouir, mais tu sais, comme c'est pas nécessairement leur passion, l'ingénierie, versus là-bas, c'est juste ça. Fait que c'est drôle que tu en parles parce que carrément, quand je vais le poster, ben là, il va être publié au moment qu'on va publier ça sûrement. Bref, fait que tabarouette, on tourne tout le temps autour d'Alain, on dirait. Puis moi, une des autres trucs, j'envisage de peut-être faire un doctorat. Puis tu sais, des fois, on dirait que quand on annonce ça au monde,
c'est comme pas une surprise, mais tabarouette, tu sais, hey, gros projet de vie, tout. Puis on dirait, moi, je me suis comme désensibilisé à ça un peu, là. Puis justement, toi, une des choses que tu voulais qu'on aborde ensemble, sans nécessairement dire voulais qu'on trouvait qu'il était pertinent d'aborder ensemble, c'est le doctorat puis l'industrie. Ça se situe où? Tu sais, est-ce que c'est une béquille? Ça peut être un avantage à long terme? C'est quoi l'angle d'attaque peut-être qu'il faut prendre si on veut aller faire ça? Es-tu capable d'élaborer là-dessus? Oui, ben c'est une super bonne question. La plupart de la réticence des gens, quand ils disent faire un doctorat, si on ne veut pas devenir prof, à quoi ça sert? C'est beaucoup basé sur le fait que c'est pas rentable au sens classique. Fait que dans le fond, si on considère l'éducation uniquement comme un certain nombre d'années qu'on investit avec un salaire moins élevé ou même qu'on s'endette pour le faire, puis qu'ensuite on va avoir un salaire plus élevé puis qu'il y a un retour sur investissement, bien, le doctorat au sens, le bac et la maîtrise sont rentables à ce sens-là, mais le doctorat l'est pas nécessairement. Fait que ça ne donnera pas nécessairement des jobs plus payants après. Il n'y a pas une prime au doctorat là, que dans l'industrie, c'est pas valorisé de cette façon-là. Fait qu'il ne faut pas le voir comme un investissement d'argent. En fond, je me sacrifie une couple d'années puis ça va me repayer plus tard. C'est vraiment pas là-dessus. Fait qu'il faut le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut apprécier les années qu'on est à l'intérieur. Ce qu'on apprend, ça va nous servir, c'est sûr. Mais c'est pas au niveau purement financier que ça revient. Cela étant dit, justement, moi, à cette époque-là, le style de vie étudiant, je n'étais pas pressé d'aller m'acheter une maison puis un gros char. C'était pas ça qui motivait ma décision de choisir une étude ou un autre. Fait que faire un doctorat, surtout dans un contexte d'un lab comme celui de robotique, qui était bien de Clément Gosselin, où moi j'avais une bourse RSNG à ce moment-là. Donc je m'endettais pas. J'étais à l'aise, j'avais mon petit appartement, puis j'étais capable de me mettre des sous de côté pendant que je faisais mon doctorat, ce qui était. Fait qu'il n'y avait pas de risque financier. Puis ce que ça apportait, c'est toutes ces années-là où être dans un lab avec des gens craqués, avoir du temps en quantité pour approfondir des connaissances, puis aller à fond sur un sujet, c'est quelque chose qui ne se représente pas après. Fait que dans l'industrie, quand on travaille, c'est sûr qu'il faut que notre projet, on va le plus rapidement possible à avoir quelque chose qu'on est capable qui fonctionne. Fait que, on veut que ça fonctionne, que ce soit sécuritaire. Quand c'est un projet, on veut de produits, on veut qu'il se produise bien. Il y a toutes ces considérations-là. La qualité est importante, mais il n'y a pas de valeur pour une entreprise à passer 2 fois plus de temps pour être sûr qu'on a tout analysé à 100%. Tu vas vraiment aimer ma théorie. J'ai comme... puis là, tu vas m'aider à me donner du feedback pour la peaufiner, là, mais moi, essentiellement, ce que j'ai découvert, puis là, je suis en maîtrise, ça fait pas si longtemps, mais je pense que j'ai quand même mis un peu peut-être le doigt dessus, là. Dans une entreprise, 80% du temps, il faut que tu sois rentable. Rentable, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu sois dans ta zone de confort. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des affaires que tu sais qui marchent, puis tu peux pas nécessairement t'aventurer vers des avenues qui t'intéressent, qui ont l'air créatives, mais que si la débouchée n'est pas sûre, tu t'aventures pas là. Sa maîtrise, c'est le ratio complètement inverse. 20% du temps, il faut que tu sois rentable. Puis l'autre 80% du temps, tu peux te permettre d'explorer toutes sortes d'avenues que tu te serais dit « Hey, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. » Puis c'est là que le processus créatif rentre peut-être en marche. Fait, c'est le moment de faire ça. Oui, exact. Je trouve que ça complète vraiment bien. Et c'est là que c'est intéressant parce que il y a certains employeurs qui peuvent être réticents à dire « J'engage quelqu'un qui sort du doc. » Puis c'est justement dans cette idée-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable d'être dans ce mode-là où je joue safe dans mes designs et je vois, de changer le mode de pensée pour être dans un mode purement créatif où on a du temps, être un mode où il faut avoir quelque chose qui fonctionne béton, puis qu'on ne prenne pas 2 fois trop de temps pour explorer tout. Si on est capable, dans un parcours, de faire un doctorat puis d'aller à fond dans cette créativité-là, mais être capable d'avoir des expériences préalables ou en même temps qui viennent renforcer cette confiance-là que je le fais pour ces années-là, j'apprécie, j'approfondis un sujet, mes connaissances, ma technique scientifique va être vraiment augmentée, puis ça me sert dans mon travail, mais je suis capable d'être très terre à terre, très concret, faire de quoi qui marche, puis être béton. Je pense que c'est quelque chose d'important à garder en tête. Super. Hey, moi, je me demandais, on a beaucoup parlé de ton doctorat, puis de ce que je vois du timeline, après ton doctorat qui a fini en 2011, tu as commencé à travailler ici chez Robotique. Tu as commencé à travailler comme un développeur logiciel en robotique. C'est quoi la grosse différence ou les petites différences qu'il y a entre un développeur logiciel en robotique puis un développeur logiciel traditionnel? Oui, c'est sûr que le logiciel lui-même, ça demande de la programmation logicielle. Quand
Puis moi, c'est quelque chose que, justement, dans mes différents postes, en tant que développeur logiciel, c'est important de toujours garder la tâche robotique. Fait que c'est pas du développement logiciel classique au sens qu'on développe une application sur un PC qui est un peu abstraite du matériel sur lequel ça roule. Quand on fait une application soit PC ou web ou une application sur un téléphone cellulaire, il y a tellement d'abstraction qu'au final, c'est du code, on affiche des choses, mais le lien avec le matériel, il se perd un peu. Alors que quand on est au niveau robotique, où c'est un système mécanique, où il y a des accélérations, il y a plein de choses, il y a des contraintes de courant consommé, des moteurs, puis aussi du temps de calcul, du temps réel, où notre calcul, il faut qu'on soit capable de 500 fois par seconde de venir sortir la prochaine phase. Le prochain 2 millisecondes, c'est quoi le courant qu'il faut envoyer, donc le niveau de PWM, là, comment on contrôle le bas niveau. C'est là que ça devient différent. Fait que c'est par exemple la programmation en C ou en C++, mais qui est très rattachée à un système physique, puis que les contraintes du matériel sont super importantes. Fait autant que quelqu'un pourrait être très bon avec l'ordinateur puis en programmation, en C, en C++, des langages que je suis sûr que tu utilises quand même souvent, il faut quand même qu'il sache manuellement comment le robot jouer avec la robotique, pour savoir comment ça fonctionne, pour mettre les deux ensemble, pour avoir un développeur... Pour avoir de l'intuition mécanique. Exactement. C'est une très belle manière de le dire. Oui, puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a un bon... disons, débouché. Chez Robotique, on a beaucoup de gens qui ont fait génie mécanique puis qui finissent à faire la programmation. Puis, tu sais, c'est quasiment c'est pas une joke, là, mais programmer comme un ingénieur mécanique, ça veut pas dire que c'est du code droit au sens de quelqu'un qui a étudié en informatique. Fait qu'il y a une belle dualité où notre équipe logicielle comporte une majorité de gens qui ont étudié en logiciel puis qui sont des développeurs logiciels, puis que la qualité, toutes les bonnes méthodes. On a un directeur logiciel qui est très, très fort en informatique sur les bonnes pratiques, qui a été à l'Université Laval d'ailleurs. Mais tu sais, on a, surtout dans l'équipe qui fait les algorithmes de contrôle, on a des gens qui viennent de génie mécanique. Puis, les bonnes pratiques logicielles s'apprennent bien, disons, avec le travail combiné entre les deux. Parce qu'au final, par après, c'est du formatage, c'est, comme tu dis, des bonnes pratiques, c'est comment créer une architecture qui a de l'allure, tu sais, puis mais ça s'apprend, mais l'intuition mécanique, puis de comprendre la fréquence naturelle d'un robot, la raideur d'un membre, le courant dans un moteur, le nombre de pots, tu sais, il y a quand même des choses, justement, comme tu parlais du temps réel, tu sais, parce que dans le fond, on est habitué normalement, là, surtout quand on commence dans le bac, on fait un script, fait que ça part du point A, ça s'en va au point Z, puis une fois que ça a fini, mais un robot, ça loupe tout le temps, puis il faut que tu lui dises... Ben là, à un moment donné, il faut que combien de fois par seconde que tu veux exécuter telle affaire, puis là, si tu trop, si tu pas assez, c'est le petit ta qui vient de où. Fait que tu sais, il faut que tu sois assez analytique. Puis là, OK, on pourrait enlever cette ligne de code-là. Fait que ça devient une espèce de travail qui, comme on dit, je pense, l'intuition mécanique, c'est vraiment très proche de ça. Là. Oui. Quelque chose qui fonctionne en simulation ne fonctionne pas nécessairement sur le vrai robot. Il faut être capable de faire le pont entre les deux. Puis justement, ça, je trouve que ça fait un bon segment vers directeur d'ingénierie. Ouais. Parce que vraiment, au final, le directeur d'ingénierie, c'est carrément de prendre les décisions d'ingénierie. Puis des fois, ça va être basé sur des simulations, on va dire, ou tu sais, pas des oui-dire, là, mais comme « Ah, je pense que ça va marcher. » Puis là... Oui, mais directeur d'ingénierie, puis là, c'est là ça va être intéressant de mentionner un peu comment on fonctionne chez Robotique. Fait que le contexte dans lequel je suis devenu directeur d'ingénierie, et by the way, je le mentionne au passage, on va en parler plus tard, là, mais je fais pas de technique depuis environ 5 ans. Fait que j'ai un autre rôle qui a suivi. Et je ne suis plus ingénieur depuis 2 ans. Fait que je voulais juste le mentionner. Là. J'ai été ingénieur pendant un bon nombre d'années. Mais depuis 2 ans, je ne le suis plus parce que mon rôle est moins technique. Puis je fais pas d'acte réservé. Mais dans le fond, quand je suis devenu directeur d'ingénierie, c'était en 2016. Puis c'est un moment où on a frappé un sweet spot chez Robotique là, avec un certain type de produit qui est vraiment... Nos ventes ont décollé. On était dans des croissances de revenus de 100% par année pendant une certaine époque. C'est là qu'on est passé d'une très petite équipe à une phase d'expansion où on a grandi rapidement l'entreprise. Et donc, moi, j'étais dans l'équipe de R&D. On avait... avant ça, c'était notre CTO qui était le gestionnaire. Puis, tu sais, on était correct, c'était une petite équipe. Puis, on est venu à un besoin de recruter puis d'avoir... de se spécialiser un peu dans nos différents rôles. Fait que moi, on m'a demandé de jouer ce rôle-là de directeur d'ingénierie
Puis ça a été une phase où on a grandi vraiment rapidement l'équipe. Fait qu'en 3 ans, on était passé d'à peu près 7 personnes en R&D à un maximum au moment où on en avait le plus. Là, quand j'étais responsable, on était jusqu'à 50 personnes. Wow, OK. Fait que ça a été vraiment très, très rapide. Puis là où justement le directeur d'ingénierie, c'est un rôle de gestionnaire de personnes, de personnel. Puis chez Robotique, c'est pas les gestionnaires de personnes qui font les gestions de produits, de projets ou qui prennent les décisions techniques dans les projets. Fait qu'on essaie de découpler les deux le plus possible. Mais à cette époque-là, c'était justement les embauches, formation des équipes, être sûr que les bonnes équipes, les bonnes personnes travaillent avec les bonnes personnes, qu'on ait tout ce qu'il faut au niveau compétences. Donc pendant 3 ans, avec beaucoup de croissance. Ça a été un rôle justement pendant un certain nombre d'années. J'ai aimé ça le faire, c'est une belle expérience, mais je me suis rendu compte justement après ces années-là que moi j'avais besoin d'être plus directement lié dans les projets ou être plus proche, être plus comme un contributeur individuel, parce que tout l'aspect de maximiser le travail de d'autres personnes, moi je respecte ça, je vois la valeur, puis je comprends, puis je respecte tous les gestionnaires. Je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me drivait le plus à ce moment-là. Fait que c'est un peu... Fait que justement, pendant ces années-là, j'étais très peu les mains dans le technique, on voudrait dire. C'était beaucoup plus l'aspect RH ou composition des équipes, on peut dire. C'est drôle parce que, tu sais, directeur de l'ingénierie, le monde s'attendrait à genre... Le gars qui dessine sur le tableau, qui dit « Ouais, c'est ça, OK, on va faire ça demain, nanana, puis tout. » Puis finalement, ben, on se rend compte que... Puis c'est drôle parce que là, ça va devenir un gag quasiment en disant, mais Alain, il dit tout le temps, vous allez voir, c'est un défi humain. Tu sais, en FAO, je sais pas s'il y a FAO dans ton temps, le cours fabrication, tu collabores tout en équipe pour faire, admettons, un visseur, nous autres. Fait que, tu sais, il y a toutes les personnes, donc, vont faire des pièces en impression 3D, donc, vont faire machiner, donc, vont faire, tu sais... Fait que bref, puis on assemble tout ça à la fin, on a une shot, il faut que ça marche. Puis le défi, c'est jamais de choisir les jeux, c'est comme, bon, toi, qu'est-ce que t'as fait, là, t'es rendu où? Comment est-ce qu'on met ça dans le Excel? Comment est-ce qu'on suit ce qu'on a fait? Toi, ta pièce évoluée, on met où nos fichiers qu'on a créés? Puis c'est là qu'on se rend compte que l'ingénierie, le défi, c'est pas tant de faire de quoi chez vous puis de le patenter, mais c'est quand on veut le scale-up puis l'agrandir, c'est là qu'on réalise que vraiment les méthodes d'administration puis ce qu'on est peut-être pas nécessairement habitué au début, ça devient un réel défi. Puis là, tu te dis, ouais, comment je pourrais faire ça? Puis on a tendance à suivre notre intuition puis on réalise que c'est pas si bon que ça puis il faut aller rechercher rapidement des ressources à l'externe. Oui. Puis le management classique, là, justement, on le voit beaucoup dans les milieux techniques où on nomme directeur quelqu'un qui est fort techniquement puis qu'après ça fonctionne mal parce que c'est pas du tout le même travail puis c'est pas les mêmes compétences qu'on recherche. C'est quelque chose qui se vit dans de nombreuses entreprises. Mais nous, on a travaillé fort, surtout dans les 4-5 dernières années là, chez Robotique, à vraiment dissocier ces deux tracks de développement là, professionnel. Fait qu'on essaie justement que ce soit clair que quand quelqu'un est un gestionnaire de personnes, c'est vraiment un développement différent. Fait que être chargé de projet, par exemple, ou devenir un gestionnaire d'équipe, c'est une track de développement. Puis être un gestionnaire technique ou être un peu un kingpin dans son domaine, puis d'être capable de voir les risques d'un projet, de prendre les bonnes décisions d'architecture, d'être capable de driver vers où le technique d'un projet s'en va. C'est deux types de développement professionnel, puis on essaie de les identifier dès le départ. T'sais. Dans les discussions qu'on a de façon récurrente avec son gestionnaire, chaque personne chez Robotique a cette discussion-là, à savoir dans quel axe il veut se développer. Comme ça, on va l'outiller pour être sûr que ce soit bien aligné avec qu'est-ce qu'il veut faire, c'est quoi ses forces, mais aussi avec les besoins. Fait que c'est vraiment deux tracks, puis on les nomme. Puis je pense que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui évolue, mais dans le passé, c'était des tracks de développement qui étaient un petit peu fusionnés, où ce que le meilleur au niveau technique devenait le boss, puis prenait toutes les décisions. Mais ça c'est pas quelque chose qu'on fait chez Robotique. Là. Est-ce que c'est quelque chose que dans d'autres compagnies, c'est plus commun ou c'est vraiment Robotique qui a décidé de ne pas faire ça après avoir essayé ou juste par expérience? Oui, je serais mal outillé pour vraiment répondre comment ça fonctionne dans la plupart des entreprises. Mais c'est un sujet où, moi, à l'époque où j'étais gestionnaire, on avait différents concepts qu'on essayait de mettre en place, comme les concepts de leader technique et autres. Mais c'était difficile de bien le faire prendre. Parce que justement, c'est pas lié à la perception
ou à la façon qu'on le voit normalement, ou même la façon que, du point de vue ressources humaines, c'est traditionnellement géré. Puis dans les 4-5 dernières années, là, on a eu quelqu'un qui s'est joint à nous qui s'appelle Marc Lessard, là, que je salue s'il est à l'écoute, mais qui, justement, lui, est un coach pour, justement, en gestion dans la R&D puis les environnements techniques complexes. Puis il nous a vraiment aidé puis transformé de façon générale la façon qu'on fonctionne. Puis on a vu beaucoup d'impact positif sur comment structurer les équipes, puis comment clarifier les rôles, puis comment... Fait que c'est quelque chose qu'on a réussi vraiment à mettre en pratique dans les dernières années, puis qui a fait une bonne différence. Mais j'ai l'impression que, de façon générale, c'est pas appliqué comme ça partout. Donc, c'est quelque chose peut-être qui est assez spécifique à la robotique. Puis là, tu es rendu en gestion de produits. Et c'est drôle parce que je m'étais noté, est-ce que ton expérience technique est encore requise? Mais ça, tu y as répondu assez clairement. Exactement ça. En fait, c'est là que c'est intéressant. L'expérience technique est super importante, même si j'ai pas un rôle technique. Fait que là, c'est là que, premièrement, je peux commencer par expliquer c'est quoi un gestionnaire de produits. Ben oui, tout à fait. Donc, quand on parle d'un gestionnaire de projet ou un gestionnaire de projet, c'est vraiment, on a un objectif, on a une équipe, on veut y arriver en temps de temps, l'échéancier, c'est vraiment dans l'exécution. Un gestionnaire d'équipe, là, c'est l'aspect, justement, on constitue les équipes, on engage, on recrute, on s'assure que les bonnes personnes travaillent bien ensemble. Un gestionnaire de produits, c'est un contributeur individuel, donc il n'y a pas de composante ressources, gestion d'autres personnes, mais c'est vraiment le cycle de vie complet d'un produit. Fait que si on prend, par exemple, donc je peux parler d'un produit que je suis responsable, qui est la Palletizing Solution chez Robotique, donc notre solution de palettisation. Tout le travail qui doit être fait en amont pour justifier qu'on investisse en tant qu'entreprise dans un produit, donc le business case, l'étude de marché, toutes ces choses-là. Ensuite, qu'on lance le projet. Donc, on vient de justifier le projet, on lance le projet. Il y a une équipe technique qui se développe. On amène les requis à cette équipe-là. Puis, tout au long du projet, on suit l'équipe pour s'assurer qu'on livre quelque chose qui a de la valeur pour un client. Puis ensuite, faire le pont avec l'équipe marketing, les équipes commerciales pour, quand on lance le produit, expliquer puis être sûr que le message puis la valeur qu'on amène, elle est bien comprise. Ça, c'est tout lié au rôle de gestionnaire de produits. Donc, on peut le voir un peu comme un mini PDG là, qui s'occupe pas de l'entreprise, mais vraiment du produit, puis qui s'assure que ce qu'on investit en tant qu'entreprise pour développer, lancer, commercialiser un produit, on va avoir un retour sur investissement, ça va servir à un client pour régler un problème réel. Donc, l'expertise technique, c'est un peu à la croisée entre le commercial et le technique. Fait que l'expertise technique est super utile parce que ça permet d'avoir des conversations avec toute l'équipe de R&D qui travaille. Fait que moi, j'ai des rencontres constamment avec l'équipe technique. Puis, on a les trade-offs, dans le fond, à savoir, est-ce que mettre une semaine de plus de développement, ça vaut la peine pour tester cette fonctionnalité-là qui va être utile dans certains pourcentages réduits des cas, mais que si on ne le fait pas, ça nous permet d'aller plus rapidement sur le marché, puis que c'est quelque chose qu'on peut faire après. Ou est-ce que avoir tel accessoire qui coûterait 1 000 $, on devrait-tu l'inclure de base dans le produit parce qu'elle va servir assez souvent, ou on devrait la vendre en option parce que justement, c'est pas tout le monde qui va vouloir payer pour ça. Au niveau technique, toutes ces décisions-là, c'est trade-off. L'expertise technique est importante, mais c'est jamais moi qui va venir signer un plan. Donc, je ne fais pas d'acte réservé, je ne fais pas d'acte technique, mais avoir la conversation constamment est super utile. La seule chose que tu signes, toi, c'est est-ce que ça marche, oui ou non? Oui, exact. Check, ça marche. Puis est-ce que c'est assez bon pour est-ce qu'on va avoir un succès commercial? Effectivement, là, ça va plus jouer c'est là que ta signature est requise. Toi, et après ça, là, les calculs derrière et tout, tu laisses quelqu'un d'autre s'en occuper, les normes. Puis justement, je pense que ce serait intéressant de se pencher sur l'évolution des produits chez Robotique. Tu parles d'étant gestionnaire de produits. Nous, on s'est noté qu'il y avait les préhenseurs, les capteurs d'effort, il y a les caméras, il y a les robots connectés, les solutions d'application. Peut-être décortiquer tout ça puis nous faire une petite ligne du temps, justement, de peut-être Robotique, ça a commencé comment, puis ça a été quoi les features qui ont été les plus intéressants à développer avec les années, là? Oui, c'est ça. Robotique a été fondé en 2008 par 3 anciens du lab de Clément Gosselin. Donc, justement, Samuel Bouchard, Vincent Duchesne, Jean-Philippe Jobin. Au départ, c'était la commercialisation de la main agile, donc une main à 3 doigts qui était issue de travaux de recherche.
pour en faire une version industrielle. C'est un produit, justement, en mode startup qui a été le premier produit de robotique, qui a eu un succès assez limité dans le monde manufacturier, parce qu'une pince comme ça qui vaut plus cher, autant de flexibilité, c'est rarement quelque chose qui est requis dans le monde manufacturier, mais qui a eu quand même un certain succès, beaucoup dans l'académique, là, comme une pince vraiment robuste et flexible. Ensuite, il y a eu des pinces plus simples, justement, à 2 doigts, mais qui avaient quand même un mécanisme, justement, d'intelligence mécanique qui était capable d'englober des objets ronds. Donc ça a eu un bon succès. Puis au fil du temps, on a eu une version encore plus simple avec seulement 2 doigts parallèles. Donc selon le niveau de flexibilité requis, on a différents produits pour les pinces. Il y a eu une phase où on a mis ces produits-là vraiment simples à utiliser sur des cobots. C'est là que des plugins logiciels sont arrivés. L'aspect logiciel dans nos produits a embarqué et le côté plug and play. Puis c'est là que ça a vraiment décollé au niveau des ventes. Pendant les années qui ont suivi, on a lancé justement des capteurs d'effort, des caméras avec tout un logiciel qui était nécessaire pour contrôler. Donc, des produits plus complexes, plus de valeur ajoutée, mais qui disons, rejoignent un pourcentage plus limité de clients. On a essayé différentes choses comme les robots connectés, où on a ajouté un logiciel sur un robot pour gérer la connexion avec le cloud, faire des dashboards de monitoring qui fonctionnent bien. C'est des produits qui fonctionnaient super bien, mais que c'était difficile commercialement. Dans notre position en tant qu'on était perçu comme un fabricant de pinces, c'est un peu particulier que ça ne vienne pas du fabricant du robot. Puis aussi le fait qu'encore aujourd'hui, il y a peu de gens qui veulent connecter leur machine sur Internet. Oui, parce que je pensais que dans ma tête, moi, l'industrie 4.0, c'était vraiment, on se dirigeait vers tout connecté, tout est cloud, tout est... Puis, on se dirige vers ça, mais lentement. Okay. Donc, il y a beaucoup de politiques TI très strictes dans le monde manufacturier. Donc, c'est quelque chose qui apparaît, mais qui est... C'est par peur de cyberattaque ou c'est par peur de... par peur des autres compagnies vont prendre les idées? Oui, ben c'est ça, il y a différentes motivations. Je pense qu'ils veulent tous aller vers là, mais c'est souvent... nous, la façon qu'on l'avait fait de vraiment un plugin logiciel sur un robot qui monitore une cellule d'un robot, c'est pas l'approche qui est préconisée. Ils veulent souvent aller de l'avant avec leur système à eux qui vient monitorer l'ensemble de l'usine. Donc, de venir monitorer seulement une station avec un système unique qui ne monitore pas le reste de l'usine. Là, peut-être qu'il y avait un moins bon fit au niveau commercial, au niveau besoin du client. Mais dans cette évolution-là, fait qu'on a eu des produits qui ont eu un certain succès, d'autres qui en ont eu moins. On a fini dans les dernières années à transitionner vers des produits qui sont plus applicatifs. Donc, du hardware, du software, tout mis ensemble qui est pour solutionner une application robotisée. Fait qu'on a lancé une solution de machine learning, une solution de vissage, puis une solution de palettisation. Et là, la palettisation, dans les trois, a vraiment connu un succès vraiment important. Les autres fonctionnent bien, mais ont eu un succès commercial plus limité. Puis le fait qu'on qu'on a une très grande croissance sur la palettisation, puis que ce soit un focus principal pour l'entreprise, fait en sorte que commercialement, c'est difficile d'atteindre tous les clients qu'on voudrait. Fait qu'on a vraiment focusé sur la palettisation dans les dernières années. Y a-t-il une certaine raison, plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a beaucoup de compagnies, vous autres vous concentrez là-dessus, c'est là-dessus qu'il y a l'opportunité de monter puis d'avoir des revenus plus importants que les autres idées plus petites. Mais y a-t-il une raison pourquoi les autres compagnies, vos clients, se concentrent de plus en plus pour les solutions de palettisation? La palettisation, dans le fond, les 3 types de produits applicatifs s'adressent à des clients différents. Donc là, il y a des réalités d'industrie qui peuvent varier, mais la palettisation comme application puis robotisée, collaborative, une des raisons pour lesquelles il y a un excellent succès, c'est que c'est très standard. Donc, c'est facile de prendre un produit comme on le fait et de le répliquer tel quel sur plusieurs lignes, tel quel ou presque. Puis l'autre chose, c'est que le retour sur investissement il est très clair. Parce que c'est une application où normalement, on a quelqu'un qui travaille à journée longue à prendre des boîtes puis à les mettre. Donc, c'est quelqu'un qui est dédié. Quand on vient mettre un robot pour cet endroit-là dans une usine qui travaille, par exemple, 2 quarts de travail, le retour sur investissement est très rapide. Surtout que c'est la tâche dans les usines que personne ne veut faire. C'est la tâche la plus difficile. Donc, les aspects ergonomiques viennent en plus faciliter l'adoption. Donc, quand le retour sur investissement direct n'est pas aussi clair, parce que ça ne roule pas en continu, par exemple, dans l'usine, cette station-là, les aspects ergonomiques viennent aider à justifier le projet.
Je pense justement qu'en parlant de robots palettiseurs, c'est peut-être la meilleure opportunité pour en parler. Tu sais, souvent le monde, non, je ne vais pas dire souvent le monde, mais il y a quand même une certaine réticence encore au niveau du marché du travail. Tu sais, je pense aux États-Unis, il y a comme eu dans les fast-foods, je sais pas si c'est ça dans les aéroports, là, la grève de tout le monde qui travaillait dans les fast-foods dans les aéroports aux États-Unis parce que dans le fond, ils étaient comme en révolte contre les nouveaux les trucs pour commander nous-mêmes. Dans le fond, tu sais, comme au McDo, là, tu sais, c'est rendu les écrans, là, puis eux autres, on est tannés. Fait que tu sais, puis ça, on est loin d'être un robot qui met des palettes. Vous avez dû voir votre lot de monde qui était réticent initialement, puis qu'après ça, finalement, ils en sont venus à vraiment apprécier ce que vous avez fait. Tu répondrais quoi au monde qui disent A, ça enlève des jobs, ou B, justement, tu sais, il y a peut-être un côté éthique qui n'est pas là. Il y a plusieurs angles là, pour cette question-là. La première chose que je dirais, c'est qu'il y a, dans les dernières années surtout, avec les pénuries de main-d'œuvre, puis de façon générale, le fait que les gens veulent moins travailler dans le manufacturier en tant que travailleurs dans les usines, c'est difficile de recruter. Donc à ce moment-là, le principe il est moins visible ou ce qu'on ne vient pas notamment retirer des jobs quand il n'y a personne qui fait le travail. Là. Souvent, c'est vraiment directement une incapacité à recruter qui vient motiver de l'automatisation. Donc ça, c'est un angle. L'autre chose que j'amènerais, c'est quand on parle d'une automatisation importante dans un coup sec d'une usine ou d'une ligne au complet, ça vient déplacer d'un coup plein de travailleurs, puis là, il y a souvent des mises à pied qui peuvent venir avec. Dans un contexte où on parle de robotique collaborative, dans une usine qui a peut-être 200 travailleurs, d'arriver avec une station qui remplace un poste de travail une fois, c'est pas quelque chose qui a un impact important sur le nombre d'employés. C'est quelque chose qui se glisse bien dans un flot où il y a des travailleurs qui arrivent, qui partent et autres. Donc, qu'on vienne ajouter un petit peu d'automatisation petit à petit, c'est pas un coup sec qui vient enlever puis qui vient déplacer. Donc, règle générale, il n'y a personne qui est mis à pied suite à la mise en service d'un robot collaboratif parce que c'est graduel comme automatisation. Et de façon plus large, le fait que une usine qui ferme au complet, ça a des conséquences drastiques, mais une usine qui devient plus productive avec l'automatisation puis qui perdure dans le temps, là, c'est beaucoup plus prometteur pour le long terme, puis ça peut mener à des salaires plus élevés et autres, puis justement de mieux, ça permet de préserver les emplois dans un contexte où on veut produire de plus en plus local, puis dans un contexte où il y a de moins en moins le ratio entre le nombre de travailleurs et le nombre de personnes dans la société à cause qu'il y a plus de retraités. C'est toutes des choses qui favorisent l'automatisation. Oui, puis carrément, il y a la productivité économique aussi. C'était dans l'actualité récemment que les économistes penchent beaucoup là-dessus, qu'au Canada, notre productivité est vraiment faible. Puis quand on parle de productivité économique, c'est pas au même sens que nous, admettons, dire hey, aujourd'hui, j'ai réussi à faire X nombre de choses en X nombre de temps. C'est beaucoup plus le nombre, comment est-ce qu'ils calculent exactement, je sais pas, mais ça revient quand même au genre de le nombre d'heures travaillées total par des personnes divisé par le PIB brut genre du pays, là, de quoi de même. Puis le Canada, on est vraiment fait que, comme tu dis, l'automatisation, clairement que ça s'insère dans une des solutions pour aller faire ça, là, pour maximiser ce rendement-là. Là. Oui. Ça, on le regarde beaucoup de façon high level, mais regardez quelqu'un, en fait, quand quelqu'un, sa tâche, c'est de faire la même séquence à toutes les 10 secondes à journée longue, il y a quelque chose juste naturel et humaniste de dire ça n'a juste pas de bon sens. C'est une job de robot, c'est pas une job de personne. Fait que, quand la personne fait la même job à journée longue, la même tâche spécifique, ben, c'est beaucoup mieux d'utiliser sa créativité, sa dextérité. Faire la même tâche de façon répétée, c'est pas ergonomique, c'est pas bon pour le moral de la personne, c'est pas valorisant. Puis on a besoin de gens qui font des tâches variées. Là. Ça faisait-tu arriver des fois des personnes qui disaient on n'en veut pas de robots, puis finalement, quand ils l'ont reçu, les employés ont dit genre, parce que moi je l'ai vu dans les case studies un peu, parce que vous publiez ça sur votre site, c'est super intéressant. Honnêtement, pour le monde qui se demande qu'est-ce qu'ils font chez Robotique, je pense que c'est une belle place pour apprendre à les connaître. C'est sur leur site web, les case studies. Ils présentent toutes sortes d'applications qu'ils ont mis dans toutes sortes d'industries. Puis justement, le monde au début, les robots palettiseurs, ils se rendent finalement, probablement ça a créé des jobs, ça m'a permis de faire d'autres choses que j'avais pas le temps de faire anciennement. Puis en plus, justement, on n'a plus personne qui a mal au dos à cause de ça. Fait que... Oui. Puis dans certains cas, puis surtout la palettisation, dans certaines industries, la même personne vient palettiser, donc faire la pile de boîtes sur la palette et faire l'emballage avant. Et donc, quand on vient enlever une partie de leur tâche puis qu'ils peuvent se concentrer en amont, la ligne devient plus productive puis ils font la tâche qui est plus facile puis qui est plus intéressante pour eux.
Fait que ça devient, il l'apprécie. Les travailleurs sur la ligne, ils apprécient l'arrivée des robots comme ça. Et surtout, vu que c'est facile à opérer puis qu'ils l'opèrent eux-mêmes, c'est pas la machine que tu as l'expert qui arrive le matin, il est à part, puis c'est de quoi qui arrive, eux autres ne savent pas quoi faire. Là. Non, c'est eux qui l'opèrent eux-mêmes parce que c'est fait de façon simple avec un logiciel qui est visuel. Donc, quand le travailleur lui-même est celui qui opère, on peut le voir comme un outil qui décuple sa productivité plus que... C'est comme enlever l'ordinateur de quelqu'un, là, ça fait pas de sens. Mais enlever le robot qui aide à rendre le travailleur plus productif, ça fait pas de sens non plus. Puis, je pense que le robot palettiseur, c'est un excellent exemple un robot que Robotique a créé qui est un produit à succès qui marche super bien. Puis, comme tu as parlé d'un case study, les personnes qui l'utilisent les adorent. Même s'il y en a certaines au début, je suis sûr qu'ils étaient peut-être récents, je vais perdre ma job. Finalement, ils adorent parce que, comme tu as dit, ils peuvent faire d'autres choses, ça améliore la productivité au complet de l'usine. Y a-tu, l'autre bord, des choses que vous avez implantées que c'est peut-être pas nécessairement au bout du jour, mais que vous avez quand même essayé, puis vous l'avez dans votre poche pour peut-être à travailler dessus plus tard pour implémenter? Oui, c'est sûr que dans un contexte d'entreprise d'innovation, on essaye beaucoup de choses, puis ça peut pas toujours être un succès. Fait qu'on a des produits dans le passé qu'on a lancés qui ont été des échecs commerciaux, même si le produit fonctionnait bien, même si ça répondait aux besoins. Moi, j'ai 2 exemples que je donnerais. Il y en a un, dès 2013, justement dans un contexte où les robots collaboratifs n'étaient pas encore très présents. Nous, on avait cette vision-là de l'enseignement par démonstration, puis on a créé un capteur d'effort, un logiciel pour des robots industriels, Yaskawa dans ce cas-là, qui servait à venir déplacer le robot au point où le robot devait faire ses trajectoires pour du soudage, pour rendre ça super intuitif de montrer un robot au lieu de le programmer de la façon traditionnelle. Puis là où on a eu dans le fond, ça fonctionnait bien. Là où on a eu un problème, c'est qu'on le vendait via la compagnie de robots Yaskawa. On n'était pas autonome pour nos ventes avec ce produit-là. Donc, eux, c'était une petite ligne, alors que leur focus était ailleurs, commercial. Donc, c'est un peu... on a eu certaines ventes, mais ça n'a pas été un grand succès, notamment parce que l'aspect commercial n'était pas bien aligné avec ce produit-là. On le voit... on l'a discontinué au fil du temps, puis on voit aujourd'hui qu'il y a des compagnies qui font des produits similaires qui ont du succès parce qu'eux contrôlent l'entièreté de la vente. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je donnerais, c'est ce qu'on a appelé le bin picking kit. Donc, bin picking, c'est du dévraquage quand on voit avec une caméra 3D, par exemple, des pièces en vrac, puis que le robot va choisir un point de prise, le prend et sort la pièce de la bin, donc le pic dans la bin. Et là, on a très peu investi dans ce projet-là. On a travaillé en collaboration avec une compagnie qui faisait un logiciel de vision pour le bin picking, de vision 3D. Puis nous, on fournissait les grippeurs, on essayait de combiner pour avoir une offre commerciale conjointe. Et ça, l'élément distinctif versus acheter les morceaux séparés n'était pas perçu très, très important par les clients. Dans le fond, c'est aussi une application qui est difficile à justifier au point de vue retour sur investissement pour un client final. Fait que c'est des exemples comme ça où on a fait des tests, puis ça ne fonctionne pas tout. Il faut être prêt à tirer la plug sur un produit, puis même si la technologie fonctionne, plutôt que de pousser pendant des années, puis remettre nos billes sur quelque chose qui a plus de succès. Puis, de façon plus large à ta question, on a différents produits qu'en ce moment, on sait qu'ils marchent bien, mais qu'on n'a pas nécessairement le succès commercial qu'on voudrait, mais on est prêt dès que ça va lever à investir et mettre le paquet. Là. Excellent. Ça doit être difficile, ça, hein, le meeting que tu reviens et tu te dis aujourd'hui, on décide si on met la hache dedans ou pas. Puis que maintenant, tu arrives et tu te dis on finit midi, on met la hache dedans. tu le sais que ça fonctionne. C'est ça, tu dis. C'est ça, il y a une espèce de dichotomie un peu pour nous, les ingénieurs, où est-ce que. Ou bien le monde qui ont étudié en génie, là, pour être pour être exact. Mais où est-ce que quand ça marche, on se dit pourquoi le monde ne veut pas ça? Ça marche, mais tu sais, après ça, j'aime ça parce que tu parles énormément de rentabilité puis d'argent. Puis la vraie vie, c'est ça. C'est pas à quel point c'est cool, c'est à quel point ça peut être justifiable puis ça peut être rentable pour des entreprises parce que, tu sais, c'est quelque chose auquel, c'est pas nécessairement qu'on le voit pas assez pendant notre bac, parce que je pense pas que c'est pertinent de le voir, mais que quand on arrive sur le marché du travail, puis peut-être plus tard même, il faut tout le temps penser à pourquoi qu'une entreprise voudrait payer pour ça plus qu'une autre solution, tu sais, puis c'est une perspective qui devient tellement différente. Oui. C'est un bon point. Puis c'est pas ça qui motive à la base nécessairement. Nous, puis chez Robotique, la mission qu'on se donne, c'est de libérer les mains humaines
les mains humaines de tâches répétitives pour faire des choses à plus grande valeur ajoutée. Donc, tu sais, le but, l'idée justement que les gens travaillent de façon machinale et font, tu sais, moi, c'est quelque chose comme ça qui vient plus me chercher, mais dans aucun cas, ça va être possible de le faire si on n'a pas un produit que quelqu'un est prêt à payer. Fait qu'on a beau travailler des années sur quelque chose, si on n'est pas capable de convaincre quelqu'un que ça vaut la peine de sortir de l'argent pour l'investir, on n'aura pas de succès. Puis d'une certaine façon, on veut générer de la valeur. La meilleure mesure de la valeur qu'on génère, c'est combien un client est capable de payer pour le produit qu'on a créé. Fait que même si c'est pas ça qui nous anime à la base, on veut faire quelque chose qui change le monde de façon positive, puis c'est ce qu'on fait. D'une certaine façon, l'adoption est importante, puis l'adoption est drivée par un retour sur investissement, surtout dans un domaine comme la robotique industrielle, où c'est vraiment un outil de productivité. Donc, combien ça coûte la machine déployée à 100% fonctionnelle versus ce que ça retourne. Le calcul est très direct. C'est différent d'un produit comme des bijoux, par exemple, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Moi, il y a un truc avant qu'on finisse, il faut absolument qu'on passe par là parce que je pense que c'est le langage, le terme du jour, AI. Maintenant, où est-ce qu'on peut écrire ça, notamment 24 cafetières, on écrit AI dessus, je pense que ça rend un peu du n'importe quoi. Mais vous, chez Robotique, dans les robots, ça commence à s'implémenter de la vraie intelligence artificielle. J'imagine dans Vision, évidemment, c'est sûr qu'il y en a. Mais après ça, dans le contrôle des robots, ça commence à s'implémenter? Oui, il y a une question de définition toujours là, autour du terme AI. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que au fil du temps, dans les dernières années, ce qui a beaucoup levé, là, c'est le machine learning, l'apprentissage automatisé, puis surtout le deep learning, qui est comme une sous-catégorie où en donnant des données massives à un algorithme qui s'auto-entraîne, on obtient des résultats vraiment importants. Il y a plein de choses qui découlent de ça, puis c'est beaucoup ça qui est levé. Fait que souvent, on fait un amalgame entre AI et ça. Mais l'intelligence artificielle, au sens un peu plus lousse, là, c'est des systèmes intelligents, des algorithmes qui permettent de prendre des décisions basées sur des inputs. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, sans que ce soit du machine learning ou du deep learning, dans notre solution de palettisation, par exemple, on a défini des obstacles. Le robot, le logiciel est conscient de la shape du convoyeur, de la palette, tout ce qui est autour du robot, du grippeur. Tout ça est pris en compte. Puis quand on se déplace du point A au point B, des fois on a un axe linéaire et tout ça. Puis tout le contrôle qui est généré tient compte des obstacles, puis va venir au besoin à utiliser un planificateur de trajectoire pour venir calculer une trajectoire qui va éviter l'obstacle. Donc ça, c'est pas du machine learning ou du deep learning, mais c'est des algorithmes qui se classent quand même comme de l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'il y a 7 niveaux, me semble aussi, là, l'intelligence artificielle. Si je ne me trompe pas, c'est 7. Il faudrait que je vérifie mes affaires. Là. Je vais peut-être parler à travers mon chapeau, mais il me semble qu'il y a 7 niveaux. Puis le niveau 3, c'est comme dans une auto, admettons. Là, puis niveau 7 étant genre ChatGPT, les LLM et tout. Là, ben, bref, fait qu'à quelque part, effectivement, robotique, potentiellement que dans le 4, 5, je ne sais pas trop. Là, mais... Oui, on n'a jamais joué cette carte-là, par contre, là, au niveau marketing et autres, parce qu'on sait que c'est un peu tendancieux, parce que ça génère une idée qui est très conditionnée par les avancements très récents avec justement les LLM puis ChatGPT et autres. Fait que on n'a rien qui ressemble à ça. Là. C'est j'ai déjà hâte au robot qu'on va pouvoir lui dire quoi faire. Puis il va faire. Ouais, tu sais, que tu parles, mettons que c'est un voice to code, là, puis tu dis j'ai une boîte qui va être là, des fois je veux la mettre comme ça, puis je veux faire ça, puis que tu sais, le robot fait direct ça, genre, c'est clair que dans genre 25 ans, c'est sûr ça va être ça. Là, tu sais, le robot collaboratif, tu y parles, puis Jarvis. Jarvis! Oui, mais c'est un excellent point. Je trouve ça intéressant parce que même si c'est possible, des fois, le fait qu'on ne peut pas prédire exactement le résultat, dans le fond, dans les domaines d'ingénierie, de façon générale, l'aspect déterministe est important. C'est-à-dire que si tu fais une analyse de risque d'une cellule robotisée, par exemple, mais qu'il est commandé par la voix puis tu n'es pas sûr de ce qu'il va faire, bien, ultimement, il y a un aspect... est-ce qu'on vient vraiment certifier la sécurité de quelque chose qui peut des fois bouger à gauche, des fois à droite? Alors que là, dans les faits, une analyse de risque avec des paramètres de sécurité haute, il y a moyen quand même, là, même s'il y a une partie qui serait drivée avec l'AI. Mais il y a toutes ces questions-là qui vont se poser parce qu'on veut... Il faut que ce soit prévisible aussi. Là. Mais ça va être des questions qui vont être intéressantes parce qu'à un moment donné, clairement que ça va aller dans quelque chose qui va être cette direction-là.
Fait que potentiellement, je dirais que ça rentrait dans l'échelle des valeurs, de vouloir être déterministe. Mais à quelque part, à un moment donné, on parle de trade-off depuis tantôt, là, il n'y aura comme pas le choix d'avoir quelque chose où est-ce que il va y avoir un échange entre je veux pas dire la fiabilité, mais le déterminisme puis la malléabilité, on va dire. On veut faciliter toujours ce qu'on fait, puis je pense que à robotique, vous faites exactement ça. Puis l'étape d'après, justement, comme t'expliques Jay, je pense que c'est justement si tu installes l'intelligence artificielle à l'intérieur de ça, ça facilite encore plus. Ou comme tu as fait l'exemple, tu fais, je suis me demander, il va y avoir une boîte là de telle grosseur, je veux juste que tu la retournes de 90 degrés. Mais est-ce que, à quel point on peut aller jusque-là? Ah oui, puis d'une certaine façon, d'avoir cette flexibilité-là avec un système d'intelligence artificielle, là après, il y a des ingénieurs qui ont besoin de définir une espèce de boîte de OK, l'intelligence artificielle envoie ça au travers de notre filtre, qui lui, on le maîtrise, puis on sait que ce qui sort après est toujours sécuritaire, fait toujours quelque chose qui est dans les normes qu'on a définies. Ça permet d'avoir quelque chose... justement, on a l'avantage de la flexibilité, mais on demeure quelque chose qu'on sait que c'est sécuritaire, par exemple. Je trouve qu'on est quand même pas loin de passer à travers les sujets qu'on voulait. Puis là, on commence à étirer le temps un peu, mais ça a été vraiment une conversation qui a été super, super le fun. Avais-tu d'autres questions, toi? Non, moi, je vais juste rajouter sur la dernière question que tu vas dire. OK. La question classique. La question classique. La deuxième question classique, parce qu'initialement, on n'avait rien qu'une, puis là, on est rendu avec deux. Puis, ce serait quoi ton meilleur conseil pour un étudiant ou une étudiante à l'université? Puis, on a eu tous les gens, genre Étienne Douville, admettons, il nous disait faut s'exposer à des traumas pour se faire rappeler qu'on n'est des pas si bons ingénieurs puis rester tout le temps sur notre garde. Je pense que c'est Guy Dumas qui nous disait de faire du travail en équipe. Tu sais, on a eu de tous les genres. Toi, Nicolas, quel serait ton conseil? Puis je rajouterais par-dessus les étudiants à l'université en général, mais aussi si tu veux faire ta carrière en robotique, c'est quoi que tu ferais différemment ou que ça ne dérange pas tant que tu t'intéresses à la robotique puis t'en fais un petit peu? Oui, excellent. Ben, c'est deux volets intéressants. J'irai pas dans le trauma, mais, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que garder l'humilité est super important parce qu'on a l'impression avec ce qu'on apprend à l'université, qu'on est capable de tout faire, mais la réalité nous rattrape assez rapidement. Puis c'est important peut-être de se la faire rappeler plus tôt que tard dans la vie. Moi, ce que je dirais par contre, c'est un conseil que je n'ai pas suivi. C'est-à-dire que moi, j'avais fait tous mes stages dans des labs de recherche à l'université, donc 3 stages dans des contextes assez similaires. Puis ce que je dirais comme conseil, c'est vraiment une occasion importante puis unique là, d'aller butiner dans différents milieux de travail. Fait que moi, ce que je suggérerais, c'est si vous avez 3 stages à faire dans un bac, de les faire dans des endroits les plus diversifiés possibles. Petite entreprise, grosse entreprise, dans un lab ou autre, mais dans des industries différentes pour être exposé à différentes choses parce que là, ça va permettre d'un peu avoir le portrait général de comment ça peut fonctionner, différentes industries. Puis moi, je suis le mauvais prophète dans le sens où j'ai tout été dans des milieux de recherche, puis ensuite j'ai été dans une entreprise, puis je suis là depuis toute ma carrière. Fait que là, mais je cherche par tous les moyens à en apprendre plus sur comment ça fonctionne dans toutes les différentes entreprises. Fait que c'est quelque chose que c'est une force en étant au bac qu'on peut exploiter. Ben, fait que ça, c'est la première question. Puis ce qui est spécifique à la robotique de façon générale, la robotique, puis peut-être en fait lié au trauma, c'est quand on est dans un lab... Ça revient toujours. Non, mais quand on est dans un lab de robotique, on peut... la conséquence d'un échec n'est pas si grave, dans la mesure où on a un espace de créativité, puis tout, tu sais, on est quand même confortable. Puis la réalité en robotique industrielle, là, à tout le moins, puis mais de façon générale, ça s'étire en ingénierie plus globale. Dans un milieu manufacturier, une machine, il faut qu'installer, il faut qu'elle marche. Puis le niveau de fiabilité est super important. Fait que, tu sais, la robustesse, c'est primordial. Fait que quelqu'un qui veut débuter une carrière en robotique, j'ai l'impression que d'être dans un milieu où on installe des robots industriels, c'est super porteur comme expérience. Peu importe ce que vous faites après dans le reste de la carrière, d'avoir cette expérience-là d'installation directe, de support, de programmation, d'être la personne qui est un peu sur le gun là, quand que ça ne marche pas et que le client n'est pas content à côté. Là. Même si c'est stressant, c'est très formateur puis ça va servir toute la vie. Puis ce qui est intéressant, c'est
c'est aussi un avantage peut-être quand on est jeune puis on n'a peut-être pas encore d'attache. Si on n'a pas de famille ou autre, pas d'enfants ou on a la capacité de voyager qui est peut-être plus facile que quand on est fin trentaine puis qu'on a des enfants ou d'autres motivations qu'on veut juste plus. Mais c'est plus facile trouver des emplois quand on a justement cette capacité-là de voyager puis d'installer des robots. Dans les prochaines années, probablement que ça va être en très grande demande là, d'aller installer des robots partout. Nous, on va recruter dans ce domaine-là, c'est sûr, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va être en demande. Les différents intégrateurs aussi vont le faire. Fait que quand on est au début de carrière puis qu'on a cette flexibilité-là de vie, d'aller faire cette expérience-là de terrain, premièrement, c'est une bonne façon d'entrer dans une entreprise puis d'être directement un peu une progression très rapide. C'est facile de devenir une rockstar, entre guillemets, là, quand tu es celui qui est tout le temps sur le terrain et qui fait fonctionner les choses. Puis en même temps, c'est super formateur pour le reste. Puis ça donne que quand tu arrives à 40, 45 ans, 50, justement, c'est pas des métiers que les gens veulent nécessairement faire longtemps parce que à un moment donné, ça devient... c'est le stress et autres. Mais de le vivre en plus jeune âge, ça permet d'entrer dans une carrière, dans une industrie, puis d'avoir une progression rapide. Wow. Ouais, vraiment. Puis ça montre un peu justement l'évolution des carrières chez Robotique. Là. On sait par où commencer, en tout cas. Là. Fait que ça... puis même, peut-être je renchérirais un petit peu là-dessus aussi, ça permet de connaître les produits. Tu sais, je pense que le défaut, admettons, on va prendre la conception, c'est de se mettre à concevoir des affaires, mais pas savoir comment ça marche dans les autres. Fait que tu sais... Le classique, genre, on sait pas rien comment ça marche. Puis on embarque, puis on fait du CAD, puis on commence à mettre des power screws, des roues dentées, toutes sortes de patentes. Puis là, à un moment donné, juste réaliser qu'il y a des affaires qui existent, qui sont si près de ça. Ben, tu sais, je pense que d'avoir cette exposition-là aussi dans une compagnie comme chez Robotique, de voir, OK, c'est quoi les différences, les nuances entre les produits, qu'est-ce que les clients aiment pas. Mais après ça donne un regard complètement différent quand on met du technique, parce que c'est comme on en discutait tantôt. La valeur ajoutée, tu la perçois plus, tu as une meilleure intuition pour ça, au lieu de juste être devant ton ordi et dire hey, c'est tellement cool ce que je fais. Je pense que ça apporte peut-être aussi cette petite nuance-là. Oui, tout à fait. 100%. Honnêtement, ça a été une entrevue qui a été vraiment, vraiment très, très, très agréable. Tu t'exprimes super bien, Nicolas, vraiment. Merci. Tu devrais aller en enseignement, faire des cours sur les robots. Oui, il y a des très bons profs en robotique. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est là-dessus, par contre. On est bien choyé. Mais on est bien choyé. Oui. Mais non, c'est quelque chose, peut-être un jour, mais définitivement pas pour l'avenir proche. OK. Bon, ouais, écoute. Merci beaucoup d'être passé. Je te souhaite une super belle fin de journée. Puis encore une fois, merci d'être passé. Merci. Merci à vous.